Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Samuel de Ethos qui va nous parler de comment on va pouvoir avoir de l'impact dans sa prise de parole en public. Samuel, du coup, c'est une trop bonne rencontre. On s'est rencontrés à la Founders. J'avais dû pitcher du coup une fois et du coup, c'était mon coach pour préparer ce pitch. Trop bon feeling. On a fait ça 2-3 fois. Et on a gardé contact. Et aujourd'hui, Samuel est là, du coup, dans cet épisode pour partager son expérience. Déjà, Samuel, comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Merci Alexis. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, c'est naturel. Et est-ce que tu peux te présenter, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui n'ont pas eu justement la chance d'avoir ton coaching Ouais. lors de pitch à la Founders? Du coup, je m'appelle Samuel Barbier. J'ai 25 ans. Je suis le fondateur et président d'Ethos, qui est une société de conseil et de formation à la prise de parole en public. Je viens d'études d'avocat. J'ai eu mon diplôme d'avocat il y a un peu plus de 6 mois. Et le jour où j'ai eu mon diplôme, après quand même 7 ou 8 ans d'études, j'ai dit salut. Et je me dédie aujourd'hui à 100% à cette activité de formation et d'entrepreneuriat absolument passionnante. Voilà. Trop cool, trop cool. Et en vrai, c'est un beau parcours, c'est drôle. De ce côté, tu fais des études et tu dis, ouais, c'est pas ça du tout, mais en même temps, cette Ouais. compétence, ça me fait kiffer, j'ai envie de l'apprendre à d'autres personnes. Je pense que Mm. c'est trop sympa. Du coup, là, on va parler de prise de parole en public, justement, comment avoir de l'impact. Déjà, pourquoi on en parle, je pense que c'est important. Là, on dévie un petit peu dans les sujets du podcast que j'ai l'habitude de faire. Tout simplement parce que je trouve que c'est super important pour les entrepreneurs, déjà, de bien communiquer leur projet pour le faire grandir. Et surtout, de devenir un peu les meilleures versions de soi-même aussi quand on est entrepreneur, c'est un peu le but. C'est une énorme quête personnelle au final. Et je pense que c'est une compétence qui est indispensable aujourd'hui. Du coup, voilà un peu le why. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement quelles sont un peu les étapes pour toi, la prise de conscience qu'on doit avoir quand on va se lancer en prise de parole? C'est intéressant, tu touches un point intéressant, tu dis c'est utile en entreprise, c'est utile pour la carrière. Moi, c'est mon travail aujourd'hui d'accompagner des professionnels, principalement des dirigeants ou leurs équipes pour prendre la parole. Donc c'est évident, il y a un enjeu pour les entreprises, il y a un enjeu macro, je pense, pour notre démocratie, pour notre génération, pour préparer l'avenir. Et comme tu le touches du doigt, il y a un sujet de développement personnel super important. Je t'en parlerai, mais moi, la prise de parole, ça a changé ma vie. J'ai Mhm. découvert ça dans un concours de plaidoirie à l'université de Cergy-Pontoise. Et j'en ai tellement fait, j'ai fait tellement de concours, euh, concours de plaidoirie, concours d'éloquence, championnat de France d'éloquence, débat par équipe, on y allait à fond. Et à tel point que j'en ai quitté mon travail de rêve, le truc que je rêvais quand j'étais petit, pour l'enseigner. Donc les étapes, je sais pas quelles sont les étapes, mais en tout cas, moi je fais un constat. Mhm. Et suivant, le premier constat, c'est que la prise de parole est une source de stress, une source de peur très largement partagée. On appelle ça la glossophobie. Et, euh, et moi, mon objectif avec Ethos, c'est de casser cette peur pour faire basculer petit à petit mes clients, les apprenants, euh, vers le plaisir. Parce que prendre la parole en public, ça doit être un plaisir et ça doit pas être la corvée, ça doit pas être une peur. D'ailleurs, les gens pour qui c'est la corvée, on les écoute moins. Ensuite, le deuxième constat que je fais, c'est qu'on se compare tout le temps aux anglo-saxons. On dit, ouais, les anglo-saxons, ils sont super tchatcheurs, les entrepreneurs anglo-saxons, c'est des pitchers fous, ils sont très forts à l'oral, et nous, les Français, nous sommes condamnés à être de piètres orateurs. Mais je ne crois pas non plus. Je pense que, je pense que les Français sont un peuple de séducteurs, un peuple très cultivé, et je suis convaincu qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice des grands orateurs et moi je veux accompagner les entrepreneurs et notre génération pour préparer l'avenir. Ensuite, une autre idée reçue
qu'il faut Mmh. absolument casser quand on veut progresser à l'oral. C'est l'idée selon laquelle l'éloquence, c'est un don. Je suis convaincu que on ne naît pas orateur, on le devient. Les gens qui pensent qu'il y a des cigognes qui passent avec au-dessus des berceaux des bébés qui mettent de la poudre d'éloquence ou de la poudre d'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment une grande bêtise. Tu vois, moi j'ai commencé l'éloquence quand j'avais 19 ans à l'université. J'étais terrifié au début. J'étais Mmh. terrifié de faire ça. J'avais les mains moites. J'arrêtais pas de dire j'étais vraiment pas bien. Et au fur et à mesure, à force d'apprendre, à force d'avoir envie de progresser, bah, on casse cette idée, c'est pas un don. Je le répète, c'est important, on ne naît pas orateur, on le devient. Et Ouais, enfin, le dernier point, je me permets, c'est le tout dernier, trop c'est bien. la méfiance qu'ont les Français vis-à-vis de l'oratoire. Tu vois, on Mmh. dit les haut-parleurs, c'est le sport de la manipulation, etc. Mais, mais sauf que ça bride les intelligences, ça bride les projets, les porteurs de projets. Donc voilà, moi je veux donner les armes aux porteurs de projets pour qu'ils puissent vendre leurs idées, proposer des alternatives et aussi armer les autres pour qu'ils puissent déjouer les manipulations de ceux qui maîtrisent la parole. Voilà. Mmh. Entièrement d'accord avec toi, il y a énormément de croyances limitantes. Moi, je peux partager aussi un petit peu, un peu le fait d'avoir pris la parole en public. Au début, j'étais pas du tout à l'aise. Ouais. Je me compare du coup avec des personnes, je vais penser que je vais pas être bon, peur du jugement. Mm. Hem, De l'échec. Effectivement, l'échec aussi, tu as ce côté échec. Bon, tu l'as un petit peu moins quand tu entreprends parce que si tu tu pas l'échec, tu es un peu dans la sauce quand tu vas entreprendre parce que tu vas connaître que ça au début. Mais du coup, ouais, cette peur aussi de l'échec, ça arrive et de se dire aussi que, pareil, je suis pas né orateur et c'est peut-être pas, mon truc à moi et je suis entièrement d'accord avec toi qu'en fait, toutes ces croyances-là, elles sont inculquées en nous et il faut réussir à les briser. Surtout ce côté de se dire que, on n'est pas orateur, il y a des personnes qui ont forcément naturellement des appétences et qui sont très bons à l'oral. Ouais. Donc ça, c'est un fait. Donc il y aura toujours des variations et c'est comme ça, c'est la vie. Mais derrière, c'est quelque chose qui peut s'apprendre et comme tu le dis très Mm. bien, tu vois, c'est qu'on peut partir de zéro et après être hyper à l'aise après derrière Mm. et du coup, clairement changer ta vie, quoi. En fait, il y a plusieurs étapes. Tu touches un point intéressant. Faut pas être dupe. Hein. Il y a des gens qui, heureusement, on est différents. Il y a des gens qui sont extravertis, des gens qui sont introvertis. Il y a des caractères plus communicants que d'autres. Ensuite, il y a la socialisation qui joue un rôle extrêmement important. Faut pas le nier. Si tes deux parents sont avocats, écrivains ou médecins, que sais-je, et que tu as l'habitude de débattre, de parler de politique, de lire des tas de livres et d'en discuter avec les gens de ta famille, oui, c'est plus facile. Mais pour avoir vu des gens qui viennent de loin et certains dont les parents ne parlent même pas français, on peut travailler et si on a envie de progresser, c'est un facteur d'émancipation sociale, un facteur d'épanouissement personnel extraordinaire. La parole, c'est vraiment un instrument formidable. Ouais, en vrai, c'est génial. Je pense que c'est ultra important. On a fait, une bonne partie, tu vois, sur ce côté, mindset, état d'esprit, justement avant de se lancer. Toi, quels sont, justement un peu les outils que tu vas utiliser, justement lorsque tu vas prendre la parole en public, qui vont te permettre justement de bien communiquer et surtout avoir de l'impact dans ton discours? Ouais, c'est une bonne question. La première chose à faire quand on prend la parole en public, c'est de se préparer. C'est une phrase de Churchill qui dit les improvisations pardon, que j'ai le plus réussies sont celles que j'ai le plus travaillées. Mmh. Et moi, je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprise qui me disent oh, t'inquiète, pour la prochaine conférence, là, TEDx ou je sais pas quoi, je vais improviser. Je dis parfait, improvise, mais travaillons avant, préparons une structure. Il faut se poser la question suivante, c'est dans quelle salle je vais intervenir, devant quelle personne, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message, ça doit tenir en deux phrases, comment je vais structurer mon plan, comment je vais rentrer dans la prise de parole en public, est-ce que je vais utiliser un storytelling, un chiffre clé qui interpelle, est-ce que je vais poser une question, ensuite comment je vais détailler, comment je vais structurer mon message pour que ça soit le plus clair et le plus efficace possible, et enfin comment je vais sortir de cette prise de parole, est-ce que je vais synthétiser, est-ce que je vais proposer une ouverture, et puis après, c'est ça qui est super dans la parole, c'est que c'est un art et donc on peut inventer des manières de rentrer, des manières de sortir, on peut préparer des plans différents. Ça doit nous ressembler, c'est ça qui est chouette. Et alors pour deuxièmement le stress, comment je le combats? Encore une fois, je vais faire appel à une citation d'un grand avocat qui s'appelle Maître Henri Leclerc, qui disait
euh, le stress, c'est la preuve que vous avez quelque chose à dire. Mmh. L'idée est la suivante. euh, Si vous parlez, si vous venez pour parler de vous-même et pour voilà, faire des effets de manche et simplement vous rendre fier de votre prise de parole, bah, vous n'allez pas stresser parce qu'il n'y a pas d'enjeu. S'il y a un enjeu de transmission, je sais pas, un jeune entrepreneur qui pitch sa boîte à la Founders Night, il y a un enjeu de, on veut convaincre, on veut expliquer le plus clairement possible, on veut donner envie, on veut transmettre quelque chose, et donc il y a un enjeu. Et donc c'est normal qu'on stresse. Donc il faut accueillir ce stress et cette peur avec bienveillance et se dire, c'est la preuve que je vais prendre la parole pour transformer la réalité, pour transmettre mon message. Et la dernière croyance qu'il faut absolument démonter, et je pense que ça peut aider pas mal tes auditeurs pour casser la peur de parler en public, c'est que voilà, la prise de parole en public, ça fait peur à tout le monde. Ça, on est tous d'accord pour dire ça. Et donc, se dire que les gens vous jugent quand ils vous écoutent, c'est vraiment faux. En fait, les gens, ils ont envie que ça se passe bien. Ils sont admiratifs du fait que vous preniez la parole en public. Ils savent à quel point c'est difficile. Ils ont eux aussi pas été formés à l'école et leurs parents non plus. Et ils savent qu'en France, on est mauvais. Et donc, ils veulent que ça se passe bien. Et donc, il y a des neurones miroirs qui s'activent. Tout le monde veut que ça se passe bien. Et en fait, il y a une énergie qui vous porte, euh, une énergie bienveillante et d'admiration qui vous aide à déployer votre message. Mmh. Il y a un petit, hack, moi, que j'avais utilisé, que je trouvais ça pas mal. C'est de se dire que, bah, c'est la 10e fois ou la 20e fois que tu le fais, là. Donc c'est-à-dire Ouais. que c'était la première, mais je me disais: «T'inquiète, tu l'as déjà fait 19 fois avant, Mm. tu fais comme si c'était la 20e et voilà, tu déballes, tu connais ton sujet». Et du coup, un peu, tu ton cerveau et tu te dis, voilà, tu te mets dans un sentiment de réconfort, tu vois? Un peu comme ce côté, bah, bienveillance Mm. de tout le public et qui te met un peu plus à l'aise. Et dans la communication, tu vois, dans la prise de parole, il y a différentes façons de faire. Il y a des différentes communications, il y a du verbal, il y a du non verbal, et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, démystifier Mm. justement ces sujets-là et savoir comment les utiliser? Ouais, c'est vrai que c'est important. En fait, les formateurs à la prise de parole, on, on découpe la parole en plusieurs tiroirs. Le premier étant le verbal. Dans le verbal, il y a évidemment la voix qui doit être bien portée. Si je parle tout doucement comme ça et que je te dis ouais, je suis un formateur à la prise de parole, ça va pas. Tu vois, il faut que je porte ma voix, il faut que ça soit facile pour tes auditeurs de comprendre ce que je raconte. Pour faciliter la compréhension, il faut articuler. Moi, je suis pas un magicien. Tu verras, je mets des mots sur des choses qui relèvent simplement du bon sens. Mmh. Porter sa voix, articuler, structurer son message. Voilà pour le verbal. Pour le non-verbal, il y a le regard. Le regard, c'est la porte d'entrée sur l'âme. Ça a une double fonction, le regard. La première, c'est de renvoyer une information qui, par exemple, je l'espère aujourd'hui, est une information de confiance, de bienveillance, d'humilité et, et d'enthousiasme. Et la deuxième fonction, quand on est face à un auditoire, c'est de récupérer de l'information. L'orateur est un... Alors ça, c'est encore une citation, mais je ne saurais plus de qui. L'orateur est un improvisateur sur le fil du regard. Il faut privilégier la rencontre au message. C'est un peu Mmh. ésotérique ce que je dis, mais en fait, on construit son discours avec les autres, avec le regard, avec les regards de la foule et de cette assemblée qui nous écoute. Si on voit de la surprise, de l'ennui, si on voit qu'on les a fait rire, etc., et ben, on s'engouffre dans ces brèches et on construit. L'orateur, il doit créer une espèce de dialogue et ça passe par le regard. Il faut analyser les gens qui sont en face de vous pour leur parler. Donc le regard, il y a la posture, le simple fait de se tenir droit et de avoir sa tête droite, ça change tout. Si j'ai le menton un peu haut, je suis hautain. Mmh. Si j'ai la tête sur le côté, je réfléchis à ce que je dis, je suis pas très sûr de moi. Si j'ai la tête vers le bas et que je regarde le bout de mes chaussures, je peux pas être le meilleur commercial de Paris et je peux pas inspirer confiance. Il faut, par la posture et par le non-verbal, il y a beaucoup de choses qui passent, il faut soigner ces choses-là. Ça passe également par la gestuelle, voilà, éviter les autocontacts, ne pas se savonner les mains quand on parle, se remettre, les filles souvent elles se remettent la mèche, les garçons qui ont de la Ah, barbe, c'est la barbe, hein. Ça, c'est une catastrophe. la catastrophe, tout ça renvoie des messages de stress.
tu vois, Alexis, tu peux pas me dire Gross Hiring, c'est la meilleure agence pour faire croître ton entreprise en grattant ta barbe et en regardant le bout de tes pieds. Il faut que ton non-verbal transmette. En fait, ça s'appelle la congruence. La congruence, c'est l'alignement entre ton état psychique, tes pensées et les gestes que tu fais. Il faut que ça soit aligné. Et pour que ça soit aligné, et la clé, c'est ethos. Il faut jouer son propre rôle. Ouais. Si tu joues un rôle qui n'est pas le tien, si tu copies, tu ne seras qu'un falsificateur. Il faut que ça te ressemble. Il faut que tu parles en tant qu'Alexis. Il faut que chaque auditeur qui t'écoute parle en leur nom. Il faut que ça leur ressemble. Il faut qu'ils aient le courage de parler d'eux à travers ce qu'ils se disent, avec leur propre style, avec leur naturel qui est propre. Et tout ça fait qu'on va les écouter. Et ça va faciliter la gestuelle, voilà, les autocontacts. Je rajouterais l'ancrage, avoir les pieds bien plantés dans le sol. Ça change tout. Les gens qui parlent avec les jambes croisées en déséquilibre, souvent les garçons, ils mettent un pied devant l'autre et ils s'accrochent au pupitre comme si c'était une encre. Et ça, c'est pas possible. Tu vois, ça renvoie vraiment des messages qui sont à l'opposé de ce qu'on a envie de transmettre comme information. Et ensuite, le paraverbal. Le paraverbal, c'est les variations de ton. Tout l'enjeu de la prise de parole, c'est de prendre l'attention, de gagner l'attention, et ensuite de la garder. Tu imagines, parfois, il y a des plaidoiries qui durent 1 heure, 2 heures, ou alors des discours, je sais pas, à TEDx, par exemple, qui durent 20 minutes. Pendant 20 minutes, il faut maintenir l'attention des gens. Pour maintenir l'attention des gens, déjà, il faut la gagner. On a dit avec une bonne accroche. Si dans les 9 premières secondes, vous n'avez pas pris l'attention, derrière, vous allez ramer pour la reprendre. Et derrière, il va falloir utiliser tout un tas de procédés pour reprendre l'attention. Ça peut être un silence. Les gens vont se dire, tiens, il casse le rythme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un silence? Ils se concentrent. Ça peut être une histoire. Les gens adorent les histoires. Si je commence à vous raconter la manière dont j'ai accompagné Alexis à la Founders Night, la manière dont on s'est rencontrés, etc., ça va intéresser les gens, ils vont se concentrer. Et si à la fin, je peux mettre une petite morale du genre Alexis est arrivé avec humilité, il a écouté mes conseils et en restant naturel, il a réussi à bien pitcher son projet, et ben voilà, j'ai gagné. Varier les tons pour être plus ou moins proche de son auditoire, les silences et la respiration. Ça, c'est un grand truc que je vois chez mes clients, notamment dans les écoles de commerce ou même les dirigeants d'entreprise, c'est l'apnée. Ils viennent en apnée, les gars. Il y a des champions d'apnée. Moi, je rencontre des champions d'apnée. Hein. Ils viennent et pendant 5 minutes, ils sont en apnée. Et à la fin de leur prise de parole, ils sont épuisés. Je leur dis, mais pourquoi vous êtes épuisés? Ils me disent, je sais pas. Je dis, bah, t'as pas respiré. Il faut respirer absolument. Il faut imposer son rythme. Il faut se détendre. C'est son moment. Voilà. Donc, verbal, non-verbal, paraverbal, soigner tout ça. Et si je peux donner quand même des petites clés ethos, ouais, carrément. Vous l'avez un peu compris, c'est Oscar Wilde, jouez votre propre rôle, les autres sont déjà pris. Et 2, c'est le slogan d'ethos, sans plaisir, pas d'excellence. Quelqu'un qui se fait pas plaisir, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est heureux, qui transmet un capital sympathie avec un sourire autour des yeux, les mains, les paumes vers le ciel, un engagement physique et du plaisir de manière générale, c'est quelqu'un qu'on va écouter. On est heureux d'être là et on partage quelque chose avec lui. Donc il faut se faire plaisir, il faut être naturel, il faut jouer son propre rôle et voilà, il faut sortir de la peur collective de parler en public pour basculer dans un plaisir individuel au départ et je l'espère collectif ensuite de prendre la parole parce qu'on a trop de choses à faire avec la parole. On peut pas rester comme ça dans cette peur. Entièrement d'accord avec toi, le côté communiquer ce plaisir et se faire plaisir, je me souviens, tu me l'avais pas mal répété. Et en fait, ça change un peu tout dans ta mentalité et surtout dans le message que tu vas communiquer, quoi. On va être beaucoup plus dans l'empathie, dans la compréhension d'un vie, que tout se passe bien. Et du coup, il y a un côté, je sais pas, il y a une énergie qui est quand même assez folle et qui est ultra bienveillante. Du coup, si on revient sur ce dont tu as parlé au début, tu vois, on parlait de la structure. Ouais. Dans cette structure-là, est-ce que tu as des conseils justement de choses qu'on peut mettre en place dans son pitch? Je sais qu'on avait pas mal, tu as travaillé l'accroche,
à l'intérieur de ton pitch, comment tu peux justement réveiller l'auditoire. Donc ça, tu l'as un peu dit. Ta conclusion, comment tu la travailles un petit peu. Est-ce que là-dessus, tu as des petites billes en survolant un petit peu pour pas aller trop dans le détail non plus parce que on n'a pas 4 heures devant nous. Mais est-ce que tu as des petits conseils justement sur cette structure? Moi, je pense qu'il y a plusieurs types de pitch. Il y a l'élévateur pitch où vous avez voilà la légende de l'élévateur pitch. Vous rencontrez l'investisseur de rêve dans un ascenseur et vous avez 1 minute et demie pour le convaincre. Ça sera pas le même pitch qu'un pitch devant une je sais pas une banque d'investissement où vous avez 20 minutes et on apprend à vous connaître, on vous pose des questions. Mais l'idée c'est je pense qu'il faut utiliser un plan causal. Il Ok. faut démontrer un problème et emmener petit à petit l'auditeur, donc l'investisseur potentiel, vers une solution. Et Mhm. donc, il faut une belle accroche. On soigne toujours son accroche. Ensuite, il faut mettre en évidence l'insuffisance du marché. Pourquoi est-ce que aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas la solution, il n'y a pas la solution à tel problème? Pour Mhm. la prise de parole, aujourd'hui, il y a très peu de formateurs à la prise de parole. On n'enseigne plus la prise de parole à l'école parce que en 1902, ça c'est toute une histoire, mais on a supprimé les cours de rhétorique parce qu'on considérait que c'était l'art de la manipulation, l'art des beaux parleurs et que c'était quelque chose d'élite, Mhm. qu'à l'époque c'était l'égalité qui primait. Bon, ça a eu plein de conséquences néfastes, mais voilà, je reviens. Une accroche, une insuffisance du marché. Il faut se présenter. Je crois que les investisseurs investissent sur des hommes avec un grand H. Mhm. On a envie de savoir qui tu es. Est-ce que tu es fédérateur? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu es quelqu'un de courageux? Est-ce que tu es congruent? Est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu vas travailler avec acharnement et en même temps ne pas exploser en vol? Donc, il faut se présenter. Donc, proposition de valeur, évidemment. Au problème, on apporte une solution. Parfois, il y a des solutions extrêmement complexes. Il faut arriver à vulgariser, expliquer avec des mots simples, comme si on expliquait le problème, enfin la solution à son petit frère. Ça, c'est pas facile. Souvent, les ingénieurs qui montent des grandes startups, je sais pas, le Web 3, des sujets un peu techniques, ils ont du mal à expliquer ce qu'ils font. Mhm. Ils disent, on veut être le Airbnb du Uber, ou je sais, bref. Il faut être simple, il faut vulgariser, il faut décrire le marché, le business plan, la dream team, expliquer sa vision, et encore une fois, importance d'une bonne conclusion. On rentre bien et on conclut bien. Un auditoire distrait n'entend que le début et que la fin de votre prise de parole. Donc il faut vraiment soigner son entrée et sa sortie. Voilà. Trop bien, parfait, trop cool. Et t'as raison, en vrai, ça dépend du pitch que tu vas faire. Tu vas pas forcément l'amener de la même manière si tu as 1 minute ou 20 minutes. Ouais, Donc c'est c'est ça. assez compliqué. Il faut bien penser justement à cet objectif et au cadre que tu vas avoir. Est-ce que tu as des dernières billes sur toi, tu es assez convaincu et moi je le suis aussi. Tu m'as transmis cette conviction que qu'il faut être orateur. En tout cas, il faut travailler ça. Quels sont un peu toi tes euh, ton dépassement un peu sur ça? Quel est un peu l'avenir de tout ça selon toi? De la prise de parole. Ouais. Je pense que l'oralité, de manière générale, elle va reprendre sa place. Elle change évidemment. Aujourd'hui, faut arriver à trouver des punchlines. Faut rentrer dans le contenu des réseaux sociaux. On peut plus faire un grand discours et développer une pensée complexe très longue. Mais nécessairement, la prise de parole va reprendre sa place. Tu vois, aujourd'hui, il y a des manifestations dans Paris, il y a des poubelles qui brûlent pour la réforme des retraites. Il y a un enjeu d'échange, de débat, de dialogue. Et dans une démocratie, par exemple, si on n'arrive pas à s'exprimer et donner son point de vue, échanger, trouver des compromis pour construire un modèle qui nous plaît, un modèle vertueux, un modèle dans lequel les gens sont épanouis, on va avoir un problème. Mhm. De l'autre côté, pour les entreprises, moi, je suis convaincu que l'entrepreneur est un orateur. Tu vois, ça, Mhm. c'est vraiment, c'est le fil d'Ariane de ce que je fais chez Ethos. L'entrepreneur est un orateur qui s'ignore. Mhm. En fait, c'est quelqu'un qui, au moment de l'idéation, va discuter énormément, va chasser les problèmes pour trouver des solutions, va chercher dans tout son écosystème à savoir où est-ce qu'il pourrait être utile. C'est quelqu'un qui va faire un go-to-market qui va devoir se vendre. C'est quelqu'un qui va recruter.
l'opération séduction, elle s'est inversée. Aujourd'hui, c'est les recruteurs qui draguent les candidats parce que le marché est en tension. Qui va lever des fonds. Comment lever des fonds si on n'est pas congruent, si on donne pas envie à des investisseurs? L'entrepreneur doit nourrir le récit en interne, il doit fédérer, il doit rassembler, il doit donner la vision. C'est un coach. Il distribue les missions, il encourage, il doit cultiver une autorité saine, mais par la parole. Donc en interne, il y a un enjeu d'oralité immense. Et en externe, évidemment, il faut représenter l'entreprise, il faut aller pitcher dans des soirées entrepreneuriales, il faut passer à la radio, il faut faire des podcasts, il faut passer à la télé, il faut faire des TEDx. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de situations d'oralité auxquelles sont exposés les entrepreneurs et ils s'ignorent. Donc moi, je les invite à comprendre que c'est un soft skills indispensable. La parole est un instrument formidable qui peut vraiment améliorer la performance en interne s'ils forment leurs équipes et en externe, eux se former pour mieux représenter, mieux incarner cette histoire, ce récit d'entreprise. Et puis j'invite tout le monde à prendre la parole au maximum pour qu'on arrive à rattraper notre retard sur le monde anglo-saxon. Je te disais tout à l'heure, c'est en 1902 qu'on a supprimé les cours de rhétorique en France. Donc ça veut dire qu'il y a 4 générations de Français qui n'ont pas été formés à la prise de parole et qui ont accumulé une peur consciente, inconsciente de cet exercice. J'ai rencontré des chefs d'entreprise, docteurs en intelligence artificielle absolument brillants, qui étaient tétanisés à l'idée de prendre la parole en public lors d'un TEDx. Alors que ils avaient une pensée rapide, agile, complexe, bardée de diplômes. Ils manageaient des centaines de personnes, ils avaient plusieurs entreprises, mais l'exercice reste compliqué. Donc, faisons le pari tous ensemble de tordre le cou à cette peur de prendre la parole, provoquons les situations d'oralité, soyez attentifs à la manière dont parlent les gens autour de vous, intéressez-vous à cet exercice, faites-vous coacher si vous avez le temps, les moyens et l'envie, ça vous permettra d'aller plus vite. Et voilà, la question finale, c'est combien de temps faudra-t-il pour qu'on rattrape notre retard en la matière? J'espère le moins possible parce que l'enjeu est trop grand. Voilà. Génial, c'est très beaux mots de fin, de conclusion. Merci à toi Samuel, c'était super intéressant et ça m'a fait trop plaisir de pouvoir t'inviter et partager un peu ce que j'avais vécu avec toi, mais du coup avec l'audience et toutes les personnes qui nous écoutent. On peut te retrouver sur LinkedIn, etc. On peut t'envoyer un petit message déjà de remerciement pour la valeur. Et si jamais on va aller plus loin, on peut te contacter aussi là-dessus. J'espère que tu as kiffé le format et puis je te dis à très vite. C'était trop bien. Merci beaucoup Alexis et à très vite. Trop cool. Salut. Merci à toi Samuel. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.